Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Dans sa tradition, l'ONU a toujours eu pour mission primordiale et prioritaire le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Les multiples conflits qui rongent la Centrafrique restent et demeurent au centre de plusieurs débats du fait qu'ils entraînent de nombreuses pertes en vie humaine. C'est cela qui a motivé la création d'une mission de maintien de la paix en Centrafrique, une mission des Nations Unies appelée la MINUSCA. Mais la MINUSCA joue-t-elle véritablement son rôle en Centrafrique aujourd'hui? Suivons maintenant la réponse à cette interrogation par nos analystes qui sont sur le plateau de DBS. Suivons. Mais le sujet qui nous intéresse au cours de cet après-midi, c'est l'embargo sur les armes casque bleu. À quoi joue l'ONU en Centrafrique quand on sait tout simplement que la France a introduit un renouvellement de l'embargo du côté de la Centrafrique, quand on se pose d'ailleurs des questions de savoir, quand on regarde, les groupes armés sont plus armés encore, et surtout avec des armes automatiques, que l'armée régulière. À vous de savoir, et d'ailleurs, tout au long de cette édition, nous allons en parler. Mes invités sont là, ils commencent à arriver d'ailleurs. Paul est là, bon après-midi et bienvenue à vous. Bon après-midi, bon dimanche Steve, bon après-midi à mes copanélistes, bon après-midi à tous ceux qui nous regardent. Du côté de Bonanjo, ils se reconnaîtront, du côté de Cotier, du côté de Bali, et que le débat commence. Que le débat commence, en tout cas bienvenue à vous, hein. Paul est là cet après-midi. Simone Dé, le patriarche, bonjour, et surtout bienvenue à vous. Merci beaucoup, M. Ngoz. Merci encore une fois de m'avoir invité sur ce plateau. Bonsoir, Combattant est là. Bonsoir à tous ceux que tu vas présenter, à tous les techniciens, particulièrement à tous les panafricanistes du monde entier qui nous regardent, particulièrement à un Fowa qui est à Yaoundé, qui est un accro de cette émission. Il n'a eu aucune occasion de regarder cette émission. Et il me charge de vous saluer sincèrement parce qu'il est très intéressé par l'émission. Merci beaucoup. À lui également, nous allons faire nos images cet après-midi. Lui qui nous regarde. On ne va pas également oublier de lui dire bon dimanche en espérant tout simplement. Eh bien, il nous regarde d'ailleurs tous les dimanches. Donc forcément, il est déjà connecté. Si vous êtes connecté, eh bien, nous sommes de tout cœur avec vous. Et merci sûrement d'être avec nous parce que c'est vous qui faites de nous ce que nous sommes. Merci également à vous, Simon, d'être là cet après-midi pour cette autre édition de Feu Vert. Merci beaucoup. Albert Anatola ici, bon après-midi et bienvenue à vous. Bon après-midi, Steve Josongo. Je salue mes co-panélistes, je salue le Cameroun, je salue l'Afrique, je salue le monde. Je parle du monde humain, pas le monde déshumanisé. Oui, on vous comprend. Justement, tout cela qui nous regarde dans le cadre de cette tribune. Bon dimanche à vous. Bon dimanche à vous. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Feu Vert. Le sujet qui nous intéresse cet après-midi, embargo sur les armes, casque bleu et bien d'autres. À quoi joue l'ONU en Centrafrique en attendant justement notre quatrième invité qui nous a dit qu'il n'est pas loin, qu'il a 2 minutes justement des studios de DBS. L'embargo sur les armes est-il toujours justifié ? En tout cas, moi, je m'interroge. Pour certains experts de la politique africaine, c'est peut-être la dernière année pour l'embargo sur les armes en Centrafrique, en vigueur depuis 2013. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donc voté et votera sûrement le 31 janvier prochain son renouvellement. Mais pour la première fois, Paris, qui a rédigé le texte, ouvre la voie à un assouplissement de cet embargo, comme le réclamaient les autorités centrafricaines, qui dénoncent une politique 2 poids, 2 mesures. L'embargo sur les armes en Centrafrique est-il toujours justifié? Je me repose encore cette question. Plus de 5 ans après son instauration par l'ONU, cet embargo est de plus en plus remis en question. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies lui-même réfléchit à son assouplissement, nous fait-on dire. Lundi, ils étaient 3000 dans les rues de Bangui à manifester pour réclamer la levée de cette restriction. Une loi 2 poids 2 mesures pour le Premier ministre centrafricain qui affirme que le gouvernement respecte l'embargo alors que les groupes armés reçoivent des armes. Alors je reposerai alors la même question. Mais comment reçoivent-ils les armes quand la République centrafricaine est sous embargo? Par où passent ces armes pour se retrouver dans les brousses, dans les forêts centrafricaines, et bien remis justement à ces rebelles, à ces groupes armés? Là encore, nous on s'interroge. Il y a donc un verrou qui doit être ouvert, explique aujourd'hui Simplice Sarangi, Premier ministre de la République centrafricaine, qui pose cette question. Quel est ce verrou? Lui-même se pose la question. Mais quel est ce verrou? C'est celui qui a un impact sur nos forces de sécurité, déclare-t-il. Déjà quelques brèches ont été ouvertes. La Russie, la Chine se sont vues accorder des exemptions pour les livraisons de Kalachnikov, munitions et véhicules justement à l'armée régulière. La France, qui suit le dossier de tout près, a quant à elle rédigé un texte pour le Conseil de sécurité de l'ONU,
texte qui ouvrirait la voie à l'allègement progressif de l'embargo d'ici fin septembre et sous condition. Alors nous allons continuer à nous interroger. Qui est la France? Pourquoi la France s'ingère-t-elle dans les affaires de la Centrafrique? La France est-elle devenue le père, la mère de la République centrafricaine? Nous nous interrogeons. En tout cas, les autorités centrafricaines devraient s'engager sur une feuille de route concernant les programmes de désarmement, démobilisation et réintégration des combattants armés. À Khartoum, au Soudan voisin, les pourparlers entre groupes armés et le gouvernement de Bangui se poursuivent et piétinent autour de nombreuses questions épineuses comme la formation d'un gouvernement d'union nationale. Les groupes armés, il faut le dire également, contrôlent toujours la majeure partie du territoire centrafricain. On parle même du 2/3 de la Centrafrique. Messieurs, alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies a été saisi d'une demande d'augmentation des casques bleus pour la Centrafrique, Bangui, quant à elle, réclame de son côté la levée de l'embargo sur les armes. Voilà où nous en sommes. Paul est là et je poserai justement la question, est-ce que l'embargo sur les armes du côté de la République centrafricaine est-il réellement justifié? Absolument pas. Sans détour, non. Cet embargo est criminel. Cet embargo qu'impose l'ONU et par le biais, le truchement de la France est totalement injustifié. Il est criminel parce que il est inconcevable et inadmissible qu'un pays en difficulté qui fait face à une rébellion depuis au moins 5 ans aujourd'hui, depuis au moins 2013, se retrouve être frappé d'un embargo qui n'est orienté que vers l'armée régulière, pendant que les rebelles, vous l'avez dit, s'arment de façon massive et continuent de semer le trouble. Il est absolument inconcevable que la France, qui continue, qui n'a de cesse de considérer que l'Afrique est son marchepied et son précaré, joue un rôle trouble au niveau de l'ONU justement. Je tiens à vous rappeler que la France est l'un des 5 membres permanents de l'ONU avec les États-Unis, la Chine, la Russie, de Conseil de sécurité, mais autant pour moi, merci, avec la Chine, les États-Unis, la Russie et la Grande-Bretagne, et que justement la France pèse de tout son poids pour ce qu'elle considère encore comme sa chasse gardée en Afrique. Il faut dire que l'ONU, en réalité, c'est quoi l'ONU? L'ONU, en réalité, est à la solde des États-Unis. Les États-Unis, c'est qui? Les États-Unis, c'est le pouvoir des armes. Vous connaissez la NRA, la National Rifle Association, qui est l'un des lobbies les plus puissants aux États-Unis et qui a la capacité de faire basculer des élections. Comme d'autres lobbies, ce n'est pas le seul, le lobby des Juifs, le lobby des anciens présidents américains, ainsi de suite, les lobbies des industriels. Mais la NRA, la National Rifle Association, qui était dirigée, je pense c'est encore le cas, par Charlton Heston pendant des décennies, a un rôle éminemment important aux États-Unis. Et quand on dit un rôle important aux États-Unis, c'est un rôle important sur l'ONU. Mais parce que le business de la guerre est un business particulièrement lucratif et l'un des plus gros pourvoyeurs en armes au monde, c'est les États-Unis. Et justement, le bras armé, et ce n'est pas qu'un jeu de mots, de ce business de la guerre-là, c'est la National Rifle Association. Alors, quand vous avez cette configuration qui, en réalité, explique pourquoi l'ONU corrobore et plébiscite même des guerres dans le monde. Mais vous comprenez en réalité que c'est parce que derrière, il y a tout un business qui se fait. Parce que quand vous avez des guerres en Afrique, prenons le cas de la Centrafrique, la MINUSCA, qu'est-ce que fait la MINUSCA? Que fait la MINUSCA en Centrafrique? Où sont les résultats? Ne parlons pas de la force Sangaris, qui est présente en Centrafrique depuis, je pense, 2012-2013. Où sont les résultats? Ils n'arrivent pas avec l'arsenal militaire de la France, dite force Barkhane, qui en réalité est une force d'occupation et rien d'autre, avec la MINUSCA qui a des milliers d'hommes présents sur le sol centrafricain, qui se fait financer, le budget, je pense, de la MINUSCA, c'est plus d'1 milliard de dollars annuels. Mais ils n'arrivent pas à mettre en déroute des petits djihadistes qui roulent à moto et qui, chaque jour, dit-on, avancent
au niveau de la capitale centrafricaine. Oui. Quand on nous dit que c'est 2 tiers du territoire centrafricain qui est aujourd'hui occupé par les milices, c'est une communication de déstabilisation. L'objectif, justement, par médias interposés, RFI et autres, leur objectif, c'est de montrer que les rebelles sont en train de prendre position et de gagner du terrain au niveau de la Centrafrique. Alors qu'il n'en est absolument rien. Alors qu'il n'en est rien. Vous savez très bien que quand on parle de 4e pouvoir, les médias, c'est le 4e pouvoir. Et on sait très bien quelle capacité de déstabilisation ils ont. Et les États utilisent justement les médias pour continuer leur guerre. Exactement. Alors, il se trouve que la MINUSCA, qui est en Centrafrique, ne sert absolument à rien. Il se trouve que la prétendue force, j'allais dire farce, parce qu'en réalité c'est plus une farce qu'une force, Sangaris, qui a commencé en Centrafrique depuis 2012-2013, n'a servi absolument à rien. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Qui prospère? Faites un tour à Bangui, faites un tour en Centrafrique, vous allez vous rendre compte que le pays de 4 500 000 habitants sur environ 600 000 kilomètres carrés, on dit être l'un des pays les plus pauvres. Je vous rappelle que c'est le 160e pays sur 177 selon l'indice de développement humain du PNUD. Mais vous allez voir que la petite boisson hygiénique que vous achetez là-bas, ici à 300 francs, là-bas ça coûte 2000, 3000. Ça c'est le témoignage de quelqu'un que je connais qui est sur place. Alors, mais pourquoi cette inflation? Mais parce que vous avez des ONG à profusion, vous avez des 4x4 ronflants, pimpants, neufs, tout simplement parce que on continue de paupériser les populations, mais qui tire profit de cela? C'est les soldats de la MINUSCA qui vivent grassement, qui sont payés grassement, c'est les ONG. Il y a peut-être 10 fois plus d'ONG en Centrafrique qu'au Cameroun et dans d'autres pays. Donc, vous ne comprenez pas pourquoi on entretient cette misère, mais en réalité, l'explication est là. C'est que la guerre fait vivre les États qui l'instaurent. La guerre est entretenue par l'ONU, l'ONU qui elle-même est à la solde des États-Unis, et la France qui pense que son précaré est préservé, doit être préservé par tous les moyens en Afrique, et elle-même à la solde des États-Unis qui véhicule toutes ces armes-là et qui entretient. Parce que le business de la guerre, c'est quoi? C'est vendre des armes, c'est vendre des véhicules de guerre, oui. C'est habiller les soldats, c'est toute une industrie derrière. C'est envoyer de la nourriture aux soldats qui sont sur place, ça fait tourner l'industrie américaine, ça fait tourner l'industrie française, ça fait tourner les industries. Donc, l'embargo n'est qu'un prétexte pour maintenir captifs et sous occupation les pays africains, notamment la RCA, puisque c'est le sujet, et il n'a juste pas lieu d'être. C'est un embargo criminel qu'il faut dénoncer jusqu'à la dernière énergie. Merci beaucoup pour cette première prise de parole, Paul. Et là, je vais d'abord dire bon après-midi à Patient Parfait Dôme qui nous a rejoint. Ce n'est pas facile de rouler actuellement quand on sait pertinemment que du côté de Japoma, eh bien, ils sont très nombreux les Camerounais qui se dirigent vers les stades, certains même, il faut le dire, avec des véhicules à moto. Ce n'est pas facile, mais il est là comme cet après-midi. Patient Parfait Dôme, bon après-midi, bienvenue à vous. Merci Steve, merci à Paul et à mes amis du panel, merci à toute la grande galaxie d'IBS, surtout Feu Vert, qui prend de l'ampleur. Et vous avez un très joli boubou. Merci. Steve, merci. Je pense qu'aujourd'hui, vous aurez moins de critiques par rapport à vos belles vestes. Parce que les Africains... Bon, ça commence avec Simon dessus le plateau. Ah bon, il a déjà dégainé. Ouais. Ah bon, merci beaucoup pour cette invitation. Merci également d'être là cet après-midi. Simon D, je vais rebondir en tout cas sur les propos de Paul. Et là, cet après-midi, il déclare que pour la France, eh bien, la République centrafricaine reste et demeure sa chasse gardée. Pourquoi? Parce que, je vous poserai la question, la République centrafricaine est un État, une nation, et la France est une nation. Comment comprendre justement aujourd'hui que jusqu'à preuve de contraire, la France veut babysitter la RCA auprès des Nations Unies? En réalité, M. Ngos, je dis bonsoir au combattant donc qui est là. Vous savez, on est dans une situation où la bataille qu'on mène est en train de porter le fruit, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Oui. Le feu vert est en train de prendre de l'ampleur et ça fait changer les mentalités. Je puis vous dire que vous verrez que la plupart des chefs d'État aujourd'hui, à la tête des États, commencent à prendre conscience des problèmes qu'ils vivent dans leur pays. Parce que ce qu'ils ne disent pas souvent, c'est la pression qu'ils ont à tous les niveaux. Quand vous êtes dans un pays où il y a une base militaire française, qui est restée là-bas pendant des années, et qui ont réussi à affaiblir
une armée régulière dans un pays. Ils ont réussi à tuer des dizaines de chefs d'État dans un pays. Dites-vous bien qu'il faut être quelqu'un d'assez solide pour faire front à ces voyous qui sont en Centrafrique. Je parle des Français. Oui. Parce que les Français, c'est le malheur de l'Afrique. C'est le malheur de l'Afrique. Et vous avez à la tête d'un État qu'on appelle, on a un monsieur, je ne sais pas comment on appelle Macron, et un autre qu'on appelle le truand. Deux messieurs comme ça dans un pays. Vous pensez qu'on peut avoir quelle solution? Et au-delà de ça, dans les ports, dans la logistique, à l'intérieur du pays, il y a des sociétés françaises hyper installées depuis des années. On peut même plus se poser la question, comment les gens font pour avoir les armes là-bas? C'est simple. Bolloré prend au port. Il achemine ça par les rails, ça arrive à Gaoudal, ces camions prennent pour rentrer en Centrafrique, ça rentre en Centrafrique, les bases militaires sont là, l'ONU est là, ils prennent des trucs à travers le port où on a écrit l'ONU. Je ne sais pas si l'eau a été nue une fois, mais bon, prenons ça comme ça. Ils acheminent ça en Centrafrique. Comment vous pensez qu'on peut avoir les armes dans toute la Centrafrique avant une rébellion? Justement, on ne comprend pas comment est-ce que les groupes armés sont plus armés que l'armée régulière. Je suis en train de vous expliquer que c'est la France et l'ONU et ses démembrements. Et par où passent justement ces armes, Simondé? C'est la grande interrogation aujourd'hui. Il y a des sociétés françaises dessinées un peu partout en Centrafrique. Il y a l'ambassade de France. Il y a la base militaire française. Il y a des sociétés comme Total. Ne pensez pas que ces sociétés sont là pour partager le pont aux gens. C'est tout à fait normal. Les ONG dont vous entendez parler, cette MINUSCA ou MINUSCA, quoi, je ne sais pas comment heureusement, aujourd'hui, une armée de la CEAC est sur place. Ça fait en sorte que les choses se calment un peu. Mais s'il n'y avait que ces armées, je vous assure que le président Touadéra ne serait plus au pouvoir. Donc, la réalité, c'est que les États, c'est les Français qui donnent les armes à tous ces rebelles. Pour la simple raison que, vous ne pouvez pas me dire que depuis des années, dans ce pays, il y a une rébellion. S'ils ont des armes même pour 2-3 mois, ils tirent, les munitions finissent. Ils fabriquent les munitions. Non, il faut qu'on se pose des questions. Mais il y a quand même eu un allègement sur les armes avec la Chine et la Russie, à qui on a demandé justement de fournir l'armée régulière en munitions et surtout en Kalachnikov. Oui, tout à fait. Et je dis que c'est grâce à ça que ça a un peu baissé. Sinon, je dis encore, le président Touadéra ne savait plus au pouvoir. Vous vous souvenez qu'il y a eu presque une semaine, il y a un contingent de camions qui devaient rentrer à Bangui pour ravitailler la ville de Bangui, mais les Français sont arrangés pour tout faire pour bloquer. Il faut qu'on le dise. C'est la France qui est au début et à la fin de tout ça. Et je le précise sur ce plateau. Tant qu'on aura notre porte-monnaie entre les mains de ces messieurs, on ne pourra jamais s'en sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'avec l'argent, on peut vous déstabiliser à tous les niveaux. Et je vais vous apprendre une chose. Quand vous voyez un chef d'État, à un certain moment, il avance et il recule. La France lui dit, monsieur, vous amusez, on bloque le salaire de votre personne, vous faites quoi avec ça? Vous voulez qu'un monsieur n'aille pas se mettre à genoux pour dire, parce que si on bloque, du coup c'est le peuple qui se retrouve contre lui. Il fait quoi? Il est obligé d'assouplir sa position. Heureusement aujourd'hui, avec la position de la Russie et certains pays frères, les choses s'arrangent un peu. Oui. Mais sinon, je peux vous dire qu'il y a des pays ici en Afrique centrale. Ils étaient prêts. Je ne veux pas manquer de citer le nom d'un pays où un chef d'État a déclaré que à un moment, il ne voulait plus se présenter aux élections. Mais la France l'a obligé. Il y a un Français. Vous parlez du maréchal président Idriss Déby Itno. Il y a un Français qui est même venu revoir la Constitution. Les constitutionnels ont vu également le cas du côté de la Centrafrique. On va revenir avec ça dans un instant. Allez-y. Donc, c'est vous dire que il ne faut pas se poser des questions d'où viennent les armes. Oui. Vous avez dans un pays une armée française qui prétend qu'ils sont là. Ils ont signé de convention de paix avec un pays pour intervenir en cas de guerre. Mais il y a la rébellion dans le pays depuis des années. Ils ne font rien. Avec des drones qui peuvent surveiller, avec des satellites. Mais je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je dis au peuple centrafricain, il faut continuer à mettre la pression pour que la France parte de la Centrafrique. Il n'y a pas que la Centrafrique, tous les pays africains. Et la première chose que je dis aux gens, si on ne boycotte pas tous les produits français, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de partir et continuer à lui donner de l'argent. Il faut boycotter les produits français. On n'achète rien qui concerne les Français. D'ailleurs que dans nos supermarchés, c'est des produits où les dates de péremption sont dépassées, on change et on vous impose des conneries. Je le dis avec des gens qui travaillent dans ces histoires on vous comprend. En Europe. Donc il faut arrêter. C'est nous qui contribuons à tout cela. Vous verrez comme nous, des boutiques qu'on a appelées aujourd'hui Carrefour. Mais si vous allez là-dedans, moi je ne vais jamais là-bas. Toutes ces sociétés où dans un pays, on importe le croissant. On importe le croissant. Le chocolat.
Tous les jours. Ah, vous voulez qu'avec ça, la France parle de... nous assister? Non, je dis encore une fois, à nous, Africains, de prendre nos dispositions pour que ces gens-là foutent un peu partout en Afrique. Et il faut, et je dis encore une chose, s'ils ne font pas attention, on va commencer à les brutaliser et brûler leur... J'assume ce que je dis. On va commencer à brûler leurs avoirs en Afrique. On est fatigué. On est fatigué. Nos enfants ne seront pas extrêmes des Français. C'est terminé. Merci beaucoup, Simon pour cette première prise de parole. Albert Anatole, ici, avant de vous passer la parole, on va pas également, on va dire à nos téléspectateurs ce matin, qu'il y a quand même eu un gros problème au cours de cette semaine. On va d'ailleurs voir le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Le président, il déclare d'ailleurs dans ce tweet que le maréchal président Idriss Déby Itno a été reçu en cachette à l'Elysée après Castex en visite au village du dictateur, oubliant d'en parler avant que la FI le raconte. Ils ont honte. Il se demande d'ailleurs, Maréchal, les voilà, ambigu, non? Albert Anatole ici tout à l'heure d'ailleurs, Simon parlait justement de la République tchadienne et sans oublier du maréchal président Idriss Déby Itno. Pour beaucoup et pour bon nombre d'ailleurs d'Africains, il est derrière aussi la déstabilisation de la République centrafricaine, lui qui a été reçu en cachette en France au cours de cette semaine. Oui, disons que je voudrais commencer par le commencement pour indiquer que, vous savez, les gens de l'ONU et consorts regardent le continent africain, je veux dire les États africains, sur le prisme des documentaires animaliers, oui, ou sur le prisme des safaris que les espions organisent sur le continent africain. C'est-à-dire qu'ils ont une autre perception, un autre regard de l'Afrique, ils ont un autre regard des Africains, et cela, justement, se vérifie à travers les attitudes, n'est-ce pas, qu'ils adoptent vis-à-vis de nos concitoyens, dans nos agglomérations, qui traitent comme si c'était, n'est-ce pas, des larbins qui vont travailler chez eux, avec beaucoup de mépris, beaucoup d'arrogance et d'irrespect. Je voudrais indiquer que c'est depuis 2013 que justement la Centrafrique est sous embargo des armes, avec, n'est-ce pas, la bénédiction de l'ONU. Je voudrais vous rappeler qu'en 2013, nous étions déjà en train de gérer un énième coup d'État sous Bozizé, avec justement des groupes armés qui justement étaient, ils avaient une logistique plus sophistiquée que celle de l'armée régulière, vous l'avez souligné. Nous sommes donc rendus en 2020 où il est justement les questions que de manière démocratique on puisse assainir justement les institutions de la République, à la fait de les moderniser, jusqu'à ce que, et patatras, la Cour constitutionnelle centrafricaine invalide la candidature de M. Bozizé, qui, il faut dire, était déchu de ses droits civiques, puisqu'il fait l'objet, n'est-ce pas, de suspension de cette même ONU, oui, et des mandats d'arrêt de la justice, des mandats d'arrêt international de la justice centrafricaine. Donc, il savait qu'il est déchu de ses droits civiques. Alors, et comme réponse du berger à la bergère, M. Bozizé, justement, il est retourné à ses anciens amours, en allant, comme d'habitude, à son habitude, faire allégeance à ces bandes, à ces groupes armés, qui tout de suite sont sortis de la brousse, oui, avec justement une logistique impressionnante. Et dans, justement, la requête qui a été introduite par les autorités centrafricaines à l'ONU dans l'optique, n'est-ce pas, pas seulement d'un allègement des sanctions, mais justement de la suspension de ces sanctions, il était question justement qu'on leur permet justement de faire face à ces menaces justement des bandes armées. Comme une unique réponse, on leur dit écoutez, on va reconduire un peu votre embargo là sur un an, c'est-à-dire on va le lever en juin 2021. Entre-temps, vous pourrez vous débrouiller avec les lance-roquettes, avec quelques véhicules blindés légers, et équipés, n'est-ce pas, des armes de 4 mm et demi, oui, qui ne veut rien dire du tout, quand vous êtes dans un contexte de guerre. C'est-à-dire que, eh bien, vous avez une arme, si vous avez, n'est-ce pas, un ennemi qui est positionné à 2 km, votre arme ne peut même pas l'atteindre avec, n'est-ce pas, une arme de 14 mm et demi. Vous ne pouvez pas. Donc, alors qu'en face, vous avez les gars qui ont une puissance de feu. J'ai entendu dans un média hexagonal que les groupes armés, non, ce sont les taxes sur l'exploitation des ressources minières qui financent les groupes armés.
Mon Dieu, mais c'est trop gros ça. Qui paye les taxes d'exploitation de ces ressources minières en Centrafrique? Simon l'a dit tout à l'heure, ce sont les sociétés françaises Mais c'est trop gros. qui y sont installées d'ailleurs. Mais c'est trop gros. Ça veut donc dire que là, et comme nous savons justement que le gouvernement français prend toujours des participations dans ces multinationales, d'abord pour les protéger et justement pour contrôler l'espace de son prétendu précaré, eh bien, ça veut donc dire que ça répond dans notre question que c'est la France qui est derrière. De ce point de vue, je pense que pour revenir à votre question, beaucoup d'États, de pays frontaliers de la RCA sont complices de cette situation, notamment d'abord le Tchad qui a une base militaire et qui curieusement a fait l'objet, dont j'allais dire le dirigeant est très courtisé ces derniers temps. Je crois que c'était le 24 décembre, sinon le 31 décembre. Il a reçu la visite, n'est-ce pas, de trois mousquetaires français, c'est-à-dire M. Castex, M. Jean-Yves Le Drian, Florent Parly, et je crois le porte-parole d'un tout genre. Maintenant, moins de 2 mois après, il se retrouve en train d'être reçu en cachette à l'Élysée. En cachette, il faut bien préciser. C'est pas anodin. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, et je voudrais également préciser, en passant que le Tchad a fermé ses frontières officiellement pour ne pas servir de base arrière aux groupes armés, mais le Tchad aurait pu faire mieux, non pas seulement fermer ses frontières, mais également aller à la rescousse, n'est-ce pas, d'un pays frère qui est en difficulté. Il n'a pas été le cas. Pourquoi? La question reste ouverte. De ce point de vue, je crois qu'aujourd'hui, lorsque nous faisons le bilan des forces d'interposition, j'ai envie de dire les forces d'occupation qui pullulent en Centrafrique, commençons d'abord par faire le ménage avec les ONG qui en réalité ne sont pas des ONG, notamment les ONG qui viennent de l'extérieur, parce que ça pullule d'espions de ce côté-là. Oui. Puisqu'ils ont la cartographie de tout sur le territoire. Nous avons d'ailleurs parlé sur les plateaux de DBS. Ça se promène partout avec des appareils très sophistiqués. Il faut d'abord faire le ménage de ce côté-là en Centrafrique. C'est un conseil qu'il peut donner aux dirigeants centrafricains. La seconde chose, lorsque nous faisons le bilan, n'est-ce pas, de la MINUSCA et puis de Sangaré qui a été évoqué, qui sont les cas qui ont été tout à fait évoqués tantôt par Simon Ndé, nous constatons que, bien au contraire, nous assistons à une sorte de libanisation de la Centrafrique. Non, j'ai envie de dire de civilisation, parce qu'en réalité, on voudrait utiliser la Centrafrique comme ça s'est passé en c'est-à-dire survolé de manière scandaleuse. Vous oubliez également la Libye. Officielle. Non, moi je dis la libination. Non, je parle de la. Non, pour la civilisation, c'est-à-dire que, puisque c'est le Cameroun qui est évident tout ça. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, on veut surveiller l'espace aérien centrafricain pour venir faire des choses bizarres au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Et vous avez des complicités à l'intérieur, tant du Tchad, de Centrafrique qu'au Cameroun. Ça, il faut le dire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, maintenant que c'est dit que ceux qui ont ce projet comprennent que les Camerounais sont désormais informés de ce qu'il y a un tel projet. Ceci dit, il faut donc faire le bilan, n'est-ce pas, de forces d'occupation qu'on appelle Sangaris, qui violent les enfants centrafricains en Centrafrique, au lieu de faire le job qu'ils sont venus faire. Non seulement on viole les enfants centrafricains, ils pillent les ressources centrafricaines. Donc, vous ne pouvez donc pas, avec un contingent de plus de, on parle de plus de 2000 hommes, vous n'arrivez pas à arriver au bout de maîtriser, n'est-ce pas, les velléités des bandes armées. Deuxième chose, vous avez la MINUSCA. Je crois que c'est environ 5000 hommes là-bas. Admettons même que la Centrafrique a une superficie de 5000 mètres carrés. Mais avec tout ce qu'ils ont comme logistique, on devrait maîtriser justement tous ces groupes d'armées-là qui sont de nulle part. Et je sors par là pour indiquer que finalement, pourquoi est-ce que M. Bouzizi est toujours libre? Alors que tout le monde sait que c'est lui qui est l'indicateur de ces désordres que nous connaissons en République centrafricaine, que les Centrafricains sont en train de subir une fois de plus. En n'oubliant pas qu'il y a toujours un mandat d'arrêt international qui court toujours. Et on nous dit que Bouzizi est à gauche et à droite, mais nous savons pertinemment qu'il est sur le sol centrafricain.
Patient parfum d'homme, la Centrafrique, le Cameroun, le Tchad sont des pays frères qui s'aiment beaucoup d'ailleurs, mais le Tchad cache mal son jeu. D'ailleurs, le maréchal président, comme on l'a vu d'ailleurs avec le tweet de Jean-Luc Mélenchon, a été reçu justement en cachette au cours de cette semaine. Nous le savons. On sait également aujourd'hui que la RCA a décrété le 21 janvier un état d'urgence de 15 jours. Et, il faut le dire aussi, la Centrafrique souffre, elle a besoin d'aide. Mais pendant ce temps, il y a quand même plusieurs de nos États qui jouent un double jeu. Steve, si nous étions face à une espèce de science cinématographique, on aurait pu dire la comédie est très bien montée, le script est très bien écrit, les acteurs sont vraiment très forts, excellents, très talentueux. Ils sont dans leur rôle. Mais malheureusement, nous sommes là face à un drame humain. Et c'est l'occasion pour moi, avant de démarrer, d'apporter tout mon soutien au peuple centrafricain qui souffre. D'avoir une pensée émue, n'est-ce pas, à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui ont perdu leur dignité, qui ont perdu leur intimité. Parce que la ville de Bois, par exemple, a été le théâtre des affrontements violents entre les FACA et la rébellion tout dernièrement. Et c'est des milliers de personnes qui se sont déplacées. On chiffre autour de 3000 personnes, ceux qui dorment pour l'instant au niveau de la cathédrale de Bois. Vous vous imaginez? Les femmes n'ont plus d'intimité, les hommes n'ont plus d'intimité, il n'y a plus de dignité à dormir par terre à côté de quelqu'un que vous ne connaissez pas, etc. etc. C'est le drame que vivent les populations centrafricaines. J'ai une pensée aussi à toute cette jeunesse africaine, celle qui est manipulée, celle qui défend la patrie, qui s'entretuent. Les gens meurent sans savoir pourquoi ils meurent au fond. Les gens sont manipulés. Vous avez montré une très belle photo des rebelles à côté d'un soldat français. Le gars, il est en babouche. Il a le corps un peu, comment on dit ça, parsemé de soi-disant gris-gris. Il ne sait même pas au service de quoi il est. Et voilà le drame africain. Voilà le drame africain aujourd'hui. J'ai écouté le représentant de l'ONU au niveau de la France-Afrique, de la force MINUSCA. Le centrafricain, le Sénégalais. Le Sénégalais. Oui. N'est-ce pas? Mankeur Ndiaye. Monsieur Ndiaye. J'ai envie de le dire, Monsieur Ndiaye. Le Sénégal a quand même connu la crise de la Casamance. Est-ce que ça a été réglé avec les histoires des casques bleus de l'ONU? Alors je vais vous dire quelque chose. Tout ce beau monde-là, tout ce beau monde, autant pour moi, a envie que ça perdure le plus longtemps possible. Parce que ça fait les affaires de ces hauts fonctionnaires de l'ONU qui se mettent plein de poches. À partir du le drame humain centrafricain et africain en général peut perdurer à partir du moment où eux, les bisgots sont pleins dans les poches. The show must go on. Ils s'en foutent éperdument. Quand vous parlez des colons là, oui. vous pensez pas si bien le dire. Mais c'est ça la réalité de cette guerre-là. Alors je vous dis, les forces de l'ONU, là, ce n'est pas elles qui vont régler la question en Centrafrique. C'est impossible. C'est impossible. Vous avez des voisins, vous avez des connaissances, qui sont même des soldats camerounais. Quand ils vont en Centrafrique, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est du pain béni pour moi. Pourquoi? Les cachets sont importants. Quand le gars va revenir, il va construire sa maison. Vous pensez que le jeune Malais là, le Brésilien là, il va venir mourir pour le Centrafricain? Quel est son problème? Son problème, c'est d'amasser le maximum de magots possible pour aller se faire une belle vie au Brésil. Les soldats brésiliens que j'ai vus. Les soldats, je ne sais pas, pakistanais, malais, tout ce que vous voulez. Il y a des pays qui sont spécialisés dans l'envoi des troupes de maintien de l'ordre de l'ONU. Pourquoi? Parce que dans la plupart de ces pays-là, ce n'est pas le soldat qui perçoit sa solde directement de l'ONU. L'ONU verse la solde à l'État et l'État décide une partie qui reverse au militaire qui est largement supérieure à sa solde dans son pays. Donc voilà la grosse mafia qui s'organise autour des crises comme celle de la Centrafrique. Et c'est dommage. C'est dommage d'autant plus que ces jeunes centrafricains qui sont manipulés, qui sont enrôlés dans la rébellion, c'est qu'ils ne savent pas. Comme quelqu'un disait, il suffit tout simplement qu'ils se rétractent et qu'ils mettent fin, n'est-ce pas, à cette grosse mafia. C'est eux qui seront les bénéficiaires, les gens qui vont tirer
l'essentiel du magot des affaires. C'est-à-dire qu'ils vont redresser le pays. La Centrafrique est trop riche. Elle est extrêmement riche. 4 à 5 millions de personnes. Ce pays-là qu'on voit là. Un vaste pays. Plus grand que la France. Vous vous demandez, la France a plus de 60 millions de personnes et non que 4 millions. Avec des richesses qui sont largement supérieures à celles de la France. Et ils croupissent dans la misère. Ils croupissent dans la misère. C'est comme un gamin qui a les poches qui sont remplies de diamants et qui est affamé. Et à qui on dit prends la machette, va tuer ton frère. Et si tu tues ton frère, on va te donner un bol de riz. C'est exactement des situations pareilles. Très bonne image. C'est surréaliste. Donc je dis aux Africains, prenez vos responsabilités. L'ONU ne viendra jamais résoudre le problème en Centrafrique. Et la France aura le beau rôle de continuer à jouer le petit rôle de temps en temps, faire dire à Déby que nous allons te soutenir, on va bloquer, on va laisser que tu fasses peut-être ce que tu as à faire pour que tu puisses être réélu. Parce que les élections dans bientôt au niveau du Tchad, il y a l'opposition qui s'agite, il faut bloquer tout ce monde-là, hein, et comme ça tout sera réuni. On donne l'impression de vous aimer alors que vous travaillez pour leurs intérêts. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé, je crois que c'est Simon Bien est là, des sociétés minières. Mais oui, il y a des troupes là, de la rébellion, qui encadrent certaines mines, où on exploite des minerais rares, comme le cas à l'est de la République démocratique du Congo. Oui. Le tout n'est pas de rentrer au fond dans le cœur de la terre, là, dans l'encre de la terre pour sortir avec le minerai. Le minerai sorti ne vous appartient plus. Hein? Et il y a des forces armées mobilisées qui vous obligent d'aller à un comptoir et de prendre le prix que le gérant du comptoir va vous donner. Les Libanais sont les champions dans ce business. Même en Centrafrique, par exemple, de diamants. Oh, vous savez que quand on parle de Liban, quand on parle de Maroc, ce sont les ponts avancés de la présence française. Sur le continent africain. Sur le continent africain. Oui. Je vous dis, la place forte d'Anvers, où on vend l'essentiel du diamant dans le monde. Ça se trouve Anvers? C'est aux Pays-Bas. Oui. Il n'y a pas un seul trou où sort du diamant aux Pays-Bas. Mais c'est là-bas que le marché mondial du diamant se fait, avec 2 pays qui ont fait ce qu'on appelle une OPA sur ce marché. Ce sont une offre publique d'achat. Ce sont les Juifs, excusez-moi, et les Indiens. Ça rapporte énormément. Pourquoi la présence russe gêne? Parce que vous savez que la Russie, c'est l'un des plus grands producteurs de diamants au monde. Ils savent non seulement l'extraire, mais ils savent aussi le vendre. Et on a donc peur qu'on coupe un réseau qui alimente les réseaux mafieux, par exemple, de ce commerce florissant, de ce business florissant. Et que peut-être la Russie décide de donner au moins la moitié de ce commerce-là, de le restituer à l'État centrafricain. Vous vous imaginez? La Centrafrique sera plus riche que le Koweït et Dubaï réunis. Bien sûr. Mais c'est cette perspective qu'on ne veut pas, qu'on refuse en Occident. C'est pour cela, souvent, Steve, j'ai l'habitude de vous dire, nous sommes nous aussi, certains de nos élites sont responsables de ce qui nous arrive. On ne peut pas dédouaner nos élites qui sont aux affaires pour le moment. Absolument. Ils sont responsables de ce qui nous arrive. Et la Centrafrique, c'est un cas d'école de ce drame africain. On a beau faire des débats, on a beau courir. Quand ces élites-là ne vont pas comprendre le sens de l'histoire, je suis obligé de le dire, de me répéter, vraiment, nous serons encore les dindons la face de cette affaire-là. Donc, bon, moi, je pense sincèrement que je reviens à ma proposition d'une task force africaine. Si les Africains veulent se développer, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de la Syrie. En parlant de la syrialisation, je ne sais pas, c'était mon ami Albert Natolaïsi, l'homme au triple A. Vous savez qu'en Syrie, il y avait d'abord, j'allais dire, un patrimoine nationaliste profond dans l'armée syrienne, au corps du peuple syrien. Vous savez, c'est que la Syrie est l'un des rares pays au niveau du Moyen-Orient qui avait quand même une armée qui était fondée sur une idéologie purement nationaliste, les bassistes. Le parti basse, c'est ça. C'est-à-dire que le pays, d'abord, je meurs pour mon pays, premièrement. Deuxièmement, autour de la Syrie, comme il y avait cette guerre entre les États-Unis et Israël et leurs alliés, mais aussi l'Iran, on a tout fait d'oublier l'Iran, qui comprenait très bien que la chute de la Syrie lui a enlevé une protection de facto et donné la possibilité à ses ennemis de rentrer dans l'Iran et faire ce qu'ils veulent faire là. Voilà la situation. Dans le Cameroun, le Congo, malheureusement, qui a empêtré la RDC, je ne parle pas de Brazzaville, qui est un grand pays, malheureusement empêtré dans les contradictions politiques internes. Si ces deux pays, ne serait-ce que ces deux pays,
avec le coup de France, le Cameroun est complètement envahi, ou bien comment dire ça, absorbé par deux guerres. La question de Boko Haram qui reprend du poids de la bête plus que jamais au niveau du Nigeria et au niveau de Septentrion, mais surtout de la crise anglophone. Peut-être que le Cameroun aurait été un peu plus actif sur l'espace centrafricain. Sur le front du côté de la Centrafrique. Du côté de la Centrafrique. Maintenant, on a immobilisé légèrement le Cameroun, on a immobilisé la République démocratique du Congo, et maintenant on peut jouer. On peut jouer avec un acteur comme le maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno, qui n'avait pas hésité à mobiliser des milliers d'hommes pour aller aider la France qui était en difficulté dans les Ifogas là-bas au Mali, loin là-bas, dans les montagnes là-bas. Mais qui nous dit que pour l'instant, il se contente de fermer sa frontière, il ne peut pas mobiliser les mêmes hommes pour venir en aide à son frère, voisin immédiat, Touadéra, au niveau de la Centrafrique. Nous avons rien contre le président Idriss Déby, mais laissez-nous quand même nous interroger. C'est le moins qu'on puisse faire. Donc, en toute honnêteté, nous sommes là face à un enjeu majeur. Cet enjeu, la crise centrafricaine, ce n'est pas seulement le problème de la Centrafrique, c'est le problème de toute la sous-région, c'est le problème de notre continent. Parce que Centrafrique débarrassée de cette situation chaotique, de ce drame, n'est-ce pas, apocalyptique pour notre sous-région, c'est, n'est-ce pas, on va respirer, on va avoir une bouffée d'oxygène incroyable et on va maintenant nous attaquer, n'est-ce pas, aux autres défis. Mais tant qu'on continue de traîner ce grand boulet-là, qu'il y ait une Centrafrique où on ne veut pas qu'il y ait d'État, on ne veut pas qu'il y ait une administration, on ne veut pas qu'il y ait un peuple, on veut que ça devienne un no man's land comme d'habitude, où j'aime insister là-dessus, le coyote, comme on l'appelait, avait une forêt privée. Vous savez qui était le coyote, non? Ça vous gêne, je donne le nom, c'est M. Valéry Giscard d'Estaing. L'homme qui avait fait les bébés sur, n'est-ce pas, sur le dos de ses copains. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est ça le problème de la Centrafrique. Donc, merci. En toute honnêteté, il revient aux hommes, aux intellectuels africains, et mon ami là, et Simo et Triple A, aux hommes d'État, aux hommes d'affaires, à tous ceux qui peuvent donner un coup de main à la Centrafrique, de faire de plaidoyer, de lobbying, mais aussi être actifs pour aider le peuple centrafricain à se sortir, mais à vous aider aussi. Parce que votre plateau, contrairement à ce que les gens pensent, il faut que les gens nous viennent en aide aussi. Une aide multiforme. La guerre aujourd'hui est devenue médiatique plus que jamais. Chaque fois que j'ouvre une télévision occidentale ou une radio occidentale, par rapport à la crise centrafricaine, je mets les mains sur la tête et dis c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on est en train de raconter comme ça? Si on n'avait pas nos petits, nos micros-amplificateurs, où de temps en temps, nous aussi, on peut donner notre son de cloche, ça serait la catastrophe. Oh, le gros des Africains, on les aurait tendus vers... nous sommes en train d'apporter une autre donne, c'est-à-dire une autre alternative communicationnelle qui est en train de faire très mal, très mal, je peux vous le rassurer. Moi, j'ai vu les yeux de M. Macron dernièrement parlant de ces pays-là qui manipulent les médias africains, mais le gars, il était au bord des larmes. Donc, vous faites du bon boulot. Donc, aux Africains, de nous venir en aide, de venir en aide aux initiatives comme celle-ci. Pourquoi nous n'avons pas les bras qui vont nous... Parce que nous n'avons pas le soutien qu'il faut. Est-ce que c'est un plaidoyer peut-être pour de mots, mais je le fais quand même, parce que ne pas le faire, c'est ne pas vraiment faire prendre conscience à l'ensemble des gens qui nous applaudissent chaque jour. Félicitations, allez la voir, mais en omettant que même la voiture, pour qu'elle puisse bien démarrer, il faut qu'il y ait un peu de carburant, parce que Bongo disait, la France sans le Gabon, non, je vais commencer par le Gabon. Le Gabon sans la France, c'est comme une voiture sans chauffeur. Hein, Bongo, vraiment, ça fait pleurer. Mais il dit quand même, la France sans le Gabon, c'est comme une voiture sans carburant. Merci. Une voiture, pour qu'elle puisse bien rouler, il faut qu'elle ait un bon chauffeur. Il faut toujours un bon chauffeur et beaucoup de carburant. On ne va pas également oublier de dire à nos téléspectateurs que la ville d'Anvers, hein, pour revenir justement pour vos mots, est une ville portuaire du côté de la Belgique. Belgique, oui, c'est ça que j'ai dit. Il fallait que je rectifie. Belgique. C'est l'un des plus grands ports européens d'ailleurs. Port européen, donc il faut que je le dise, c'est une ville portuaire située justement sur l'ESCO. La petite Belgique, qui gère presque l'essentiel du diamant. Et parlant justement de votre plaidoyer, on ne va pas également dire qu'il fallait que Moïse ait des personnes pour soulever ses bras pour que la prière puisse aller au ciel. En tout cas, je suis sûr que le message de parfait devait passer. Albert Anatona ici, puisque vous me pointez le doigt en l'air, hein, je vais passer par vous. Je voulais passer la parole à Simon D. Finalement, l'ONU est à nu et montre aux yeux du monde aujourd'hui qu'elle n'est pas crédible. Elle joue la défenseuse et c'est elle qui joue également les pompiers pyromanes un peu partout sur le continent africain, et c'est le cas de la Centrafrique. Nous sommes des journalistes, Steve.
Lorsque nous sommes journalistes, nous parlons des faits. Donnez-moi un seul exemple où l'ONU a réglé un conflit armé. Il n'y en a pas sur le continent africain. Non, je dis, Simon en a parlé, je parle du continent africain. Je vous parle du continent africain. Donnez-moi un seul exemple où l'ONU a réglé un problème, un conflit armé. Aucun. Je ne connais pas. Peut-être que passionnément, peut-être vous aider, vous éclairer. Va remettre mon cerveau en place. Aucun pays. Eh bien, aucun. Ce qui suppose donc que l'ONU ou les forces de maintien de la paix ou d'interposition ne sont pas la solution. Le problème de la Centrafrique, c'est deux choses. Puis c'est ça qu'il s'agit. Premier problème, il faut une armée digne de ce nom en Centrafrique. Il faut une armée digne de ce nom en Centrafrique qui est capable de régler des problèmes de sécurité. N'est-ce pas ce que la Russie est en train de faire aujourd'hui, de former justement des soldats? Oui, mais c'est une alternative. C'est une alternative. J'ai même envie de dire que c'est un palliatif. Parce qu'il faut mieux que ça. Au regard des défis sécuritaires qui interpellent ce pays. Deuxième chose, je voudrais parler de la médiocrité de l'élite politique centrafricaine. Tout à l'heure, le grand frère Papin m'a indiqué ça, mais pas suffisamment. Et parmi ces élites centrafricaines, qui pour la plupart sont francophilisées, il faut les bouter dehors, sérieusement, parce qu'ils jouent. Parce que nous demandons de sortir, n'est-ce pas, du carcan, n'est-ce pas, du bourreau. Vous avez donc certains qui pensent que c'est Paris qui doit venir régler les problèmes des Africains. Mais Paris a suffisamment de problèmes. C'est justement l'Afrique qui permet à Paris de régler ces problèmes. Donc, en aucun cas, Paris ne peut jamais vous permettre de régler vos problèmes. Sinon, il sera en difficulté. Il faut régler le problème de M. Bozizé. Il faut que la justice prenne ses responsabilités en Centrafrique. On a obligé M. Touadéra à cohabiter avec des rebelles, des groupes armés. Alors qu'au Mali, on interdit aux autorités de transition de négocier avec les djihadistes. Mais en Centrafrique, on demande à Touadéra de gouverner avec des groupes armés. Ça fait une politique de poids, de mesures. Puisque que ce soit au Mali, que ce soit en Centrafrique, vous avez des individus qui sont attaqués à la République, aux symboles de la République, aux institutions de la République. La preuve, c'est qu'en Centrafrique, vous avez donc justement des gens qui ont des projets de fragiliser davantage ce qu'on peut considérer comme étant les institutions républicaines. Et c'est Paris qui a la manœuvre. Pendant que Paris vous dit qu'il y a des dictateurs en Afrique, Paris, c'est le démocratiseur universel, mais sur le continent africain, c'est tout le contraire. Tout à l'heure, Parfait nous parlait justement de ces multinationales qui font le faut tout bois en Centrafrique. Et c'est vrai. Vous avez en Centrafrique, comme ailleurs d'ailleurs, dans les États au service, n'est-ce pas, des conflits armés, je veux dire qu'un complexe militaro-industriel qui fait ses business. C'est la même chose au Mali, c'est la même chose en Centrafrique. C'est la même chose en Syrie. C'est la même chose en Libye. On a essayé de faire la même chose au Cameroun, mais le Cameroun, c'est un pays atypique. Donc, maintenant, pour revenir, et pour terminer par là, je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte centrafricain, il faut que les Centrafricains prennent leurs responsabilités. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités avec le soutien des institutionnels. Parce qu'au Mali, cette semaine, vous avez donc... Il y a une marche en faveur, n'est-ce pas, du départ de la force Barkhane qui a été interdite par les autorités de transition. Et ça, c'est quand même un paradoxe. C'est contradictoire par rapport aux désidératas du peuple. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une force d'occupation qui n'apporte pas les résultats attendus. Bien au contraire, comme c'est le cas en Centrafrique, vous avez donc une force d'occupation qui viole pas seulement les institutions, qui tue les citoyens maliens, qui viole les citoyens maliens, au vu et au-dessus de tout le monde, et particulièrement à ces ONG-là qui ont pignon sur eux. Merci beaucoup Albert Anatola ici. Simon D, jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui, on va le dire, hein, Faustin Archange Touadéra a été réélu le mois dernier, on parle bien sûr de décembre dernier. Il va devoir prêter serment justement pour un nouveau mandat, mais on a l'impression aujourd'hui que, eh bien, la France ne veut pas justement de lui, car il est l'enfant qui aime la liberté. En réalité, monsieur aussi, il faudrait qu'on sache que le problème des pays africains, c'est que nos armées sont formées dans plusieurs écoles. Ils viennent de partout, sauf d'une école réelle
africaine où on peut leur apprendre le nationalisme, c'est-à-dire l'amour de leur patrie. Et c'est ça qui fait que dès qu'il y a une armée, il y a des disparités idéologiques au sein de l'armée. Ce qui fait que quelqu'un qui a été formé dans une école coloniale de l'armée française, quand il rentre en Afrique, on le bombarde quelque part. Ceux qui viennent de la Russie, par exemple, chacun reçoit des ordres en fonction de quelques brûlures d'où il sort. Généralement, ça crée des ordres. Ce qui fait que ça va dans tous les sens. Si aujourd'hui, les armées réussissaient, je dis toujours et je continue à le dire, si un chef d'État arrive à la tête d'un État et qui réussit à signer des accords militaires avec ses voisins, reforme un peu l'armée dans une idéologie unique, en leur inculpant ce qu'on appelle la vraie idéologie panafricaine, c'est-à-dire l'amour de la patrie. Je pense que ces heures de divergence ne devront pas exister parce que la France manipule à dessein. Tous les gens qu'ils ont formés en France, par exemple, on leur promet n'importe quoi, tout et rien. Et c'est ici, le lieu d'appeler ici que il faudrait que tous ces gens-là sachent que quand vous êtes à côté du lion, vous donnez la chèvre au lion. Le jour que le lion va se rendre compte qu'on ne vient pas de chèvre, il va se rappeler que vous-même vous êtes une chèvre. Il va pas vous lâcher. Donc, c'est le lieu ici d'interpeller tous les gens dans les armées africaines qui comprennent que passer tout le temps à déstabiliser leur pays, à foutre de bordel dans leur pays, ils ne rendent pas service ni à eux, ni à eux. Parce que dans tous les guerres qui vont se passer, ils vont perdre au moins une personne. Même si ça leur coûte pas cher, ils vont perdre au moins une personne. Donc, il faudrait que les gens se ressaisissent un peu et comprennent qu'on a bâti une Afrique unique. C'est le lieu ici d'interpeller tous les gens qui sont dans l'armée, même dans l'administration. Ça concerne tous les Africains qui comprennent que la trahison pour leur pays, pour le continent africain, c'est une très mauvaise chose. Elle est négative. Ça ne paye pas. On a beau vous donner des milliards, mais vous n'allez pas vous en sortir. Le cas du Tchad, je voudrais revenir un peu dessus pour vous dire que, vous savez, la critique est aisée. Mais quand vous êtes à côté d'un chef d'État, où il y a une base militaire, où on a infiltré, c'est-à-dire qu'au cœur même de l'État, on a réussi à infiltrer des gens qui vous pourrissent la vie en permanence. Il suffit de rien du tout pour qu'on vous agite. Et à un moment précis, on fait le chantage. Vous vous souvenez, je l'ai dit tantôt que le président Déby, à un moment, il ne voulait même pas se présenter. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait venir des gens. Et quand on fait venir des gens comme ça, on vous dit, monsieur, si vous n'êtes pas preneur, hein, voilà ce qu'on va faire. On bloque les salaires de bons fonctionnaires, on bloque, comme on a fait à Babo, on a bloqué les salaires, on a bloqué les produits, les matériels de santé. Rien n'est rentré en Côte d'Ivoire. Conséquence. Embargo sur les médicaments, il faut bien préciser. On est rentré carrément à la présidence, on a sorti un chef d'État légitimement élu comme une ordure. Tout ceci peut se passer encore. Donc il faudrait faire très très attention sur certaines analyses que nous avons faites. Monsieur Déby, vous pouvez le voir aller en catimini, comme on l'a dit tantôt il y a quelques jours en France là. Oui. Il était dans son village, il n'attendait personne. 3 petits voyous quittent Paris. Il laisse sa famille le 31 décembre pour aller rencontrer quelqu'un dans son village. Au jour de la Saint-Sylvestre. Et quelques temps après, lui-même il se retrouve en France. Vous savez qu'on a été lui dire quoi? Que peut-être on a déjà préparé une bande armée en Centrafrique. À peine 3 semaines après la visite, hein, il faut le dire, de Jean Castex et de Florence Parly. On peut lui avoir dit, dans 3 semaines, si vous ne décidez pas, si vous n'avez pas rencontré le Tréant ou bien Florence Parly ou Jean Castex. Ou Castel ou Castré, tout ce que vous voulez, une armée peut descendre et vous enlève tout de suite. C'est possible avec ces Français. Donc il faut faire très attention. Vous pensez qu'un chef d'État, il va voir un chef d'État qui, le temps, il a déclaré que je vais quitter le franc CFA. On est fatigué de la France. Il le déclare. Quelque temps, il prend le lever dessus. Ça veut dire qu'il a reçu des menaces. Et quand un monsieur comme ça reçoit des menaces, s'il n'y a pas de panafricanisme pour lui dire qu'il y a autour de lui des gens qui sont prêts à le défendre, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Donc il faudrait qu'on fasse très très attention sur des analyses superficielles en pensant que les gens sont volontairement prêts à vendre leur pays. Ce n'est pas possible. Merci. Quelle que soit la haine que vous avez pour eux, vous n'êtes pas prêts à vendre votre pays. On a vu des chefs d'État qui sont même débordés par des problèmes. Ils préfèrent se retirer, se cacher parce qu'ils sont dépassés. Mais Ouattara va vous contredire. Messieurs, Ouattara, c'est autre chose. Ce n'est pas le sujet, mais bon. Ouattara, c'est autre chose. Je ne parle pas de Ouattara, je parle de certains peuples qui font des déclarations pertinentes et on voit les actes qu'ils posent. Vous comprenez? Et c'est ça je dis encore le vrai problème, tel que soit ce qu'on va faire. Les Ouattarans, il n'y en a pas plus beaucoup. Il y a peut-être 3 ou 4. Mais je peux vous dire que les vrais problèmes de l'Afrique, c'est le porte-monnaie de l'Afrique entre les poches de la France. Tant qu'on n'a pas récupéré, on va être extrêmement
fragilisé à tous les niveaux. C'est pour ça qu'ici, on est en train de mettre, on a travaillé ensemble là-dessus. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le projet est en train d'avancer sérieusement et plein de panafricains dans le monde entier sont en train d'adhérer. Donc, il faudrait qu'on travaille sérieusement pour ce projet de PPDC parce que c'est un projet qui est porteur. Et les gens sont déjà assez avancés pour pouvoir faire en sorte qu'on arrive à un point de non-retour pour libérer complètement l'Afrique. C'est ça qu'il s'agit. Il faut sortir des grippes de français. Merci beaucoup, Simon D. On va dire à nos téléspectateurs qu'ils vont réagir d'ici quelques secondes, dans 3 minutes, le temps de donner la parole à Paul Ella. Paul Ella, que fait la France en République centrafricaine et à quoi joue justement l'ONU dans ce pays? Les deux jouent le même jeu. C'est un jeu de banditisme, c'est un jeu de spoliation, c'est un jeu d'asservissement qui ne date pas d'aujourd'hui. Il est séculaire. L'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme et aujourd'hui des intérêts entremêlés qui ont pour même objectif de faire le jeu impérialiste et hégémonique des puissances dont la France n'a pas changé. Donc vous êtes d'accord avec certains de nos téléspectateurs qui pensent que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon sont des pays qui font obstacle pour la lutte africaine, mais le temps fera la part des choses. Il y a le Togo aussi, hein. Faut pas oublier le Togo. Ah, le Togo également. Ah ouais, vous ajoutez également le Togo. Ah ouais, le Togo en tout cas, pour ceux qui m'écrivent depuis un bon bout de temps, alors, il me faut savoir que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, mais maintenant vous ajoutez quand même le Togo. Oui, le Togo. En tout cas, pour réagir à cela, je n'ai pas besoin de citer des pays, mais je dirais tout simplement que pour qu'il y ait ce qui se passe sur le territoire africain aujourd'hui, en RCA, au Mali, au Niger et un peu partout, il faut qu'il y ait des ennemis de l'intérieur. Il y a les instigateurs, il y a les caisses de résonance de l'intérieur et il y a ceux qu'on ne voit pas, qui sont des bénéficiaires cachés, mais qu'on connaît, qui sont des organisations internationales telles que l'ONU et d'autres. Mais la vérité, c'est que les ennemis de l'intérieur sont extrêmement dangereux. Et comme j'aime à le dire, ce n'est pas parce que vous avez la peau noire et que vous êtes d'origine africaine que vous êtes un Africain. Ces gens-là, combien de nationalités ils ont? Ces gens-là, quels sont les actes qu'ils posent parmi nos dirigeants? Et moi, je rejoins Parfendom en disant qu'à un moment donné, Simon D, à un moment donné, on ne peut pas dédouaner nos responsables, nos dirigeants. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. C'est très difficile, vous avez des pressions, vous avez dit une chose aujourd'hui contre la France et puis vous revenez, bon, il faut qu'on vous comprenne, non. À un moment donné, il ne faut pas faire le jeu des oppresseurs. Il faut prendre ses responsabilités. Vous êtes chef d'État ou vous n'êtes pas. Vous êtes chef d'État, vous prenez vos responsabilités. Si ce n'est pas facile pour vous, c'est facile pour qui? C'est facile pour celui qui trime, qui n'arrive même pas à manger et à se vêtir décemment. C'est-à-dire les populations qui payent le lourd tribut de ces machinations impérialistes-là. Non, à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et ça veut dire que ça commence par nos dirigeants qui, pour la plupart, c'est défoncer une porte ouverte que de le dire, ne sont que des caisses de résonance de l'Occident, ne sont que des suppôts, ne sont que des marionnettes, qui en réalité ne sont pas là pour leur peuple, mais sont là pour défendre les intérêts de l'Occident. Quand on vous dit un chef d'État allant en catimini rencontrer un président français ou un responsable français... Au 19 janvier, il y a quelques jours. À un moment donné, il faut arrêter. Oui. Il faut arrêter. La plupart de ces chefs d'État africains ne prennent pas fait de cause pour leur peuple. Je le dis, je n'ai rien dit, parce que c'est tellement évident. Quand vous voyez des gens qui changent d'avis, qui disent non, on m'a forcé, on vous a forcé à rester au pouvoir. Même si on vous met une arme sur votre tempe et qu'on vous demande de rester au pouvoir, vous êtes obligé de rester au pouvoir. Quand les Patrice Emery Lumumba, les Ernest Ouandjé, les Sankara et tout ça là, ont donné leur vie pour leur peuple, vous pensez que c'est ces marionnettes-là qu'on doit comprendre, on doit dire non, c'est trop difficile pour eux, il faut quand même les comprendre. Non, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Il y a des gens qui ont montré tout un autre visage, qui se sont sacrifiés pour le continent et qui ont bien fait état de ce que il y a un sacrifice, un prix à payer quand on est pour son peuple. Et quand on refuse d'être le suppôt de l'Occident. Et aujourd'hui, malheureusement, ces vrais panafricanistes-là, ces vrais combattants pour leur peuple, sont de plus en plus en voie de disparition. Et aujourd'hui, on a des gens qui, en réalité, ne roulent que pour leur famille et pour leurs seuls intérêts et sont prêts à sacrifier leur peuple. C'est ça le principal malheur de l'Afrique. Et je vais terminer ce propos en disant que on parle aujourd'hui des responsables, des dirigeants africains qui doivent prendre leurs responsabilités.
je l'ai déjà dit ici, je le redis, l'un des plus grands malheurs de l'Afrique actuellement, c'est cette pseudo-institution africaine qui est l'Union africaine, qui est en réalité une grosse incapable, qui ne sert strictement à rien et qui ne sait que se montrer, qui ne sait que se souvenir de son rôle lorsqu'il faut prendre des injonctions de l'Occident et qui la finance à plus de 80%, et quand il faut accepter des vaccins qui vont tuer leur population. Là, l'Union africaine existe. Donc, la responsabilité part de nos dirigeants et de cette prétendue Union africaine qui ne pose aucun acte concret quand il s'agit des véritables enjeux de l'Afrique. Merci beaucoup. On va dire à nos téléspectateurs que le standard est ouvert. Vous pouvez désormais nous appeler parce que je vous ai vu depuis le début de l'émission. Vous avez commencé à nous lancer des appels. Je ne pouvais pas les prendre parce que ce n'était pas encore le moment. On sait que vous êtes très pressé d'entrer justement dans le bain. Eh bien maintenant, je pourrais dire comme on dit souvent lors de la chasse, c'est la chasse ouverte. Mais j'espère que le gibier, ce n'est pas nous. Passez pas fait, donc je vais vous passer la parole avant de commencer à prendre les premiers appels. Finalement, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à Faustin Archange Touadéra, qui est au four et au moulin, et qui pour lui, eh bien le leitmotiv, c'est tout simplement de pacifier entièrement et totalement son pays et remettre justement les richesses du sous-sol, il faut le dire centrafricain, aux centrafricains. D'abord, je tiens à féliciter le président Faustin Archange Touadéra. Oui. Il a fait une sortie dernièrement, après les résultats qui ont été validés par le Conseil constitutionnel de son pays, le déclarant vainqueur de cette élection. Mais dans cette sortie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore tendu la main. Il a tendu la main au groupe rebelle, il a tendu la main à ses opposants, et leur a dit, venez de nouveau, on peut s'asseoir autour d'une table pour essayer de trouver des solutions aux difficultés qui sont les nôtres. Mais j'ai dit que cette attitude, cet acte, cette initiative du président Touadéra, il ne faut pas mal l'interpréter. En réalité, il est en train de prendre le peuple centrafricain à témoin, le peuple africain à témoin, et la vraie communauté internationale, et non la communauté internationale autoproclamée qu'on voit là, à témoin, pour leur dire, malgré le fait que le peuple, de nouveau, m'a donné sa confiance, une fois de plus, j'ai tendu la main à mes frères pour qu'on puisse s'en sortir. Et je dis au président Touadéra, cette main tendue doit avoir une date de péremption. Elle doit être de court terme. Si il refuse de saisir cette perche qui leur est tendue, alors président Touadéra, revoyez vos accords de coopération avec la Russie en essayant de donner carte blanche à la Russie pour anéantir complètement tous ces groupes rebelles. Parce qu'ils sont un danger pour l'Afrique. Je suis d'accord. Alors, vous m'avez posé tout à l'heure, et je crois que Triple A ont commencé à répondre à cette question, quand on parlait des forces endogènes et même, qui sont pour que cette situation a perdu le plus longtemps possible. Quand il y a eu la guerre au Golfe, je vais vous donner deux éléments. Premier élément, chaque bombe que l'armée américaine balançait en Irak ou bien en Syrie, cette bombe-là était payée rubis sur ongle par les monarchies du Golfe. Je dis d'un rubis sur ongle. Donc, le lobby de complexe militaro-industriel américain, il est tout à fait d'accord qu'il y ait le maximum de guerre possible, surtout avec ses avantages. La guerre du Yémen, encore à l'actif de Trump, qui a été incapable, au contraire, qui a encouragé l'Arabie Saoudite dans ce génocide qui ne dit pas son nom, toutes les bombes que l'armée américaine balance contre les Houthis, n'est-ce pas, au niveau du Yémen, l'Arabie Saoudite paye cette bombe-là, je dis bien rubis sur ongle. Nous avons une société française qui avait une excavation au Cameroun qu'on appelle Sodexo. Vous connaissez cette société, Sodexo? Oui. Ils font dans la restauration. C'est Sodexo qui a gagné le marché de la restauration des forces américaines en Irak. Qui nourrit les forces de l'ONU en Centrafrique? C'est vous? Non, du tout. C'est la société de Simon Day? Non. Qui va vous dire qu'il y a derrière? Mais ces gens sont nourris. C'est des contrats de milliards de francs CFA. Alors, s'il y a un petit sous-traitant qui on dit que toi, c'est seulement d'avoir un camion qui déplace notre nourriture, et on nous dit, viens, comme tu es notre frère dans la franc-maçonnerie, vraiment, tu sais, on t'a donné ça, mais n'oublie pas qu'il y a la fratrie qui... Hein? Comment vous voulez que cette affaire-là disparaisse de jour au lendemain? C'est pour ça que je suis pour la taxe force africaine. Oui. Une armée authentiquement africaine, Sankara disait, un militaire, n'est-ce pas, qui n'a pas reçu une éducation idéologique, c'est un criminel en puissance. En puissance. Mais je dis un militaire qui a reçu une bonne formation idéologique et qui comprend ce pourquoi il se bat, c'est-à-dire la liberté de notre continent et notre souveraineté entière et totale, il est prêt à donner sa vie parce qu'il sait pourquoi il donne sa vie.
Et nous avons besoin de ces militaires africains. Ils doivent être camerounais, ils doivent être angolais, ils doivent être éthiopiens, ils doivent être burundais, rwandais, tchadiens, ils doivent être du Nigeria, ils doivent être du Sénégal, de l'Algérie. Qu'on forme une véritable task force. Nous avons de l'argent. Monsieur, on peut financer, nos États financent largement cette taxe force. On fait maintenant les emprunts obligataires, n'est-ce pas? Qu'on lance un emprunt, votre ONU, là, où il y a un marché commun, l'Union africaine, vraiment c'est risible. Quand l'Union africaine nous dit aujourd'hui que nous voulons former un matelas financier pour financer une force africaine pour aller au niveau de la Centrafrique et mettre la paix, moi, d'un patient parfait qui n'a rien, mais pour son vide, je suis prêt à mettre 100 000 francs dedans. Je vais vendre tout, mais pour mettre 100 000 francs dedans. Alors, si moi qui n'ai rien, je peux le faire. Vous imaginez le nombre d'Africains, c'est qu'ils peuvent mettre là-dedans? Donc, qu'on ne vient pas nous dire que l'argent, c'est l'argent qui manque. Ce sont des histoires. Les gens sont contents que ces situations perdues parce que les happy few qui sont sur nos têtes, ils profitent largement et grassement de cette situation. Merci, messieurs. Pendant ce temps au téléphone. Alors, Anatole, ici, justement, j'étais avec vous, parlant justement de pourquoi vous me disiez que, justement, ils ont eu le même réflexe entre RFI et, justement, France 24. Mais, apparemment, cet entretien n'a pas plu du tout à plusieurs Africains. Oui, bien évidemment. Écoutez, déjà, j'ai indiqué que le président Touadéra, je crois qu'il a voulu faire l'effet de mode, c'est-à-dire utiliser les mêmes cas de résonance que l'utilisait l'Élysée et le Quai d'Orsay pour parler, pour arroser le continent africain. Et ensuite, il a peut-être fait le choix. Plus que 15 minutes, messieurs, pour sortir de cette édition. Il a fait certainement le choix, justement, d'utiliser les médias pour apporter certains éclairages par rapport à certaines informations qui étaient en train d'être véhiculées par ces médias mainstream. Pour ce qui concerne notamment, n'est-ce pas, le départ des troupes suisses du côté de la Centrafrique, ce qui est bien évidemment, je crois que nous avons eu à faire une édition là-dessus, qui était faux, bien naturellement. Mais dans le fond, je crois qu'il faut également comprendre le président Touadéra, c'est-à-dire qu'il fallait justement qu'il utilise leur propre caisse de résonance pour s'adresser aux Africains, sans toutefois encourager cela, parce qu'il y a beaucoup de médias, les Africains, qui peuvent utiliser pour s'adresser à ses compatriotes, pour s'adresser, n'est-ce pas, aux Africains, aux Centrafricains, parce que très souvent, ce sont des entreprises, très souvent, ce sont des interviews qui sont même souvent payées sur Urbis sur On. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on tient enrichi justement ces instruments. Ce sont des instruments de déstabilisation, des informations de manipulation, d'instrumentalisation, dans les nations d'ailleurs également. Donc je pense que ce qui est important, il est passé là-dedans, et puis voilà. Mais je crois également qu'il fallait quand même qu'il utilise un média quelque part pour apporter ce nombre d'éclairage, comme il l'indiquait. Je crois également qu'il faut que nos dirigeants apprennent à utiliser les médias africains pour s'adresser aux Africains. Parce que je n'ai jamais vu un président français, allemand, américain utiliser un média étranger pour s'adresser au monde ou bien à ses compatriotes. Ça aussi, c'est une très mauvaise habitude de nos dirigeants que nous décrions d'ailleurs tout le temps. C'est-à-dire qu'ils paient les interviews dans les magazines qui paraissent sur la place parisienne. Ils payent quelquefois leur passage dans les médias audiovisuels. Je crois que c'est un gros problème, un très gros problème d'ailleurs. La plupart de ces gens-là, il n'y a pas que Touadéra, vous avez même les acteurs politiques de l'opposition qui prétendent pourtant apporter un changement, qui ont également adopté ces mauvaises habitudes de parler à leurs compatriotes via les médias étrangers. Je crois que nous avons un gros problème, c'est-à-dire que nous avons un travail de désaliénation culturelle à effectuer. Merci beaucoup Albert Natola ici. Paul est là. Pendant ce temps, il y a également un autre téléspectateur qui nous faisait comprendre que, lors de cet entretien, ces journalistes RFI et surtout de France 24 déclaraient haut et fort que du côté de en Centrafrique, ce n'était pas une élection. D'ailleurs, c'était une élection chaotique. Mais pendant ce temps, la France et surtout ses médias, qui utilisent d'ailleurs leur langue et qui travaillent pour eux, déclarent tout simplement que du côté de la Côte d'Ivoire, il y a eu forcément élection. Drôle de paradoxe d'ailleurs. C'est plus que paradoxal, ce n'est pas que paradoxal, c'est ridicule. C'est totalement ridicule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me demande si ces médias, ces gouvernements, ces États qui se disent avoir la science infuse et qui se disent en état de nous donner des leçons sous tous les horizons, sur toutes les coutures,
Je me demande si à un moment donné, ils se regardent dans une glace pour ne pas se rendre compte qu'ils sont complètement stupides. Parce que à un moment donné, il y a un niveau d'incohérence qui ne peut plus passer. C'est-à-dire que quand vous êtes doté d'un minimum de bon sens, et je pense que le bon sens a totalement quitté ces pays occidentaux parce que, obnubilés par le lucre et par la vampirisation des pays africains, vous savez que dans la légende, les vampires se nourrissent du sang des autres. Oui. Et c'est exactement ce que font les pays occidentaux et en Afrique centrale, en Afrique francophone, subsaharienne, la France notamment. Quand je vous rappelle que RFI, créé en 1931, s'appelait postcolonial. Donc en réalité, c'est un outil de propagande de l'État français, au même titre que tous les autres outils de propagande que sont France 24 et autres. Donc en réalité, ça n'a juste pas de sens que d'une part, en Côte d'Ivoire, où on avait réellement une élection chaotique, où on a eu un taux de participation, je pense, de moins de 60%. 9%. C'est encore 8%. On a 8%. Voilà, ça c'est encore pire. Je dois confondre avec un autre pays où je parlais de moins de 50%. On a moins de 10% d'un taux de participation. Mais la France a plébiscité cette élection en disant que tout s'est très bien passé, tout simplement parce que ça rentrait en droite ligne de leur désidérata mafieux par rapport à leur géostratégie pour piller et continuer de spolier l'Afrique. Et quand il s'agit de la Centrafrique, où il y a une élection, où il y a un président qui n'a eu cesse d'avoir la main tendue, y compris à l'endroit des rebelles et des opposants, un président qui est rassembleur et des élections qui se sont passées dans des conditions plus qu'acceptables par rapport à la moyenne africaine en général, en Afrique subsaharienne, par rapport à ce qui se passe d'habitude. Mais là, il considère que c'est une élection chaotique. Mais tout simplement parce que Touadéra, qui est un homme courageux, qui est résolu dans la libération de son peuple, ce qui ne fait donc pas le jeu des Français, ben ces Français-là, du coup, quand leurs intérêts sont en jeu, ils considèrent qu'il n'y a pas eu d'élection dans le sens de leurs intérêts et donc du coup, ils sont prêts à descendre en flammes ce qui s'est passé en Centrafrique. Donc, ce sont des médias corrompus, ce sont des médias qui, chaque Africain qui veut préserver sa santé mentale et psychologique doit carrément arrêter d'écouter ces médias-là, France 24, RFI. Ce sont des caisses de résonance qui ne répandent que la pollution des esprits. Et donc, c'est pas étonnant qu'ils fassent ce jeu trouble. Ce que vous ne verrez pas justement sur les médias français dans les jours qui viennent, ou bien être depuis quelques jours, depuis hier, eh bien c'est que le Sénat français a adopté en première lecture un texte visant à retenir l'âge de 13 ans comme seuil pour le consentement sexuel. Il était d'ailleurs prévu, d'ailleurs là, il faut le dire que le texte qui était déposé au Sénat, c'était 5 ans. En fait, l'âge du consentement sexuel, c'était 5 ans. Eh bien hier, ils ont déclaré que bien ils vont retenir 13 ans comme seuil pour le consentement sexuel. Ce sont tous des pédophiles. Et que les enfants en dessous de cet âge seront automatiquement déclarés comme non consentants lors d'un viol ou d'une agression sexuelle. On ne vous le dira pas, mais nous on vous le dit. Pendant ce temps, Simon, je me tourne vers vous. Certains Africains, selon un téléspectateur, déclaraient que les Africains ne sont pas prêts à se libérer. On a l'impression que le travail que nous faisons, il dit que le travail que nous faisons sur les plateaux, depuis la nuit des temps, depuis plus de 10 ans aujourd'hui, certaines personnes, on a l'impression qu'ils n'écoutent pas. Et là, en ce moment-là, ils sont encore enchaînés et ils veulent demeurer en tout cas dans les chaînes de l'oppresseur et surtout des Occidentaux. Monsieur Ngossi, il ne faudrait pas en vouloir à ces gens. Il faut décoloniser la communication. Oui. Vous, quand vous voyez les nombres de paraboles Canal Plus dans l'Afrique, vous pensez que combien peuvent suivre nos émissions? Non, c'est normal. Moi, je les comprends très bien. Ce n'est pas de leur faute. Ce qu'on fait ici, ça n'atteint même pas 5% des panafricanistes qui ont envie de comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que nous, on a passé tout le temps ici. Je continue à dire sur ce plateau que on est en train de faire un travail où demain, les experts en communication, en télécommunication et en électronique sont en train de voir comment il faut mettre en place un décodeur panafricain où toutes les chaînes africaines seront là-dedans et on va tout faire pour enlever dans l'Afrique les décodeurs Canal Plus et les autres StarTimes, tout ça là, parce que ça ne nous apporte rien du tout. Et c'est à partir de ces instruments qu'on démobilise les Africains, qu'on manipule les Africains. Vous voulez que M. Touadéra, par exemple, qu'on lui tende un micro de JBS, c'est très bien. Mais combien de personnes vont écouter? Or, les Occidentaux se sont arrangés pour que toute la communication qui soit manipulée par eux, qu'ils fassent ce qu'ils veulent de la communication. C'est à nous maintenant de nous approcher ces gens, leur dire voilà ce qu'on propose. Quitte à eux maintenant de rejeter ou bien d'adopter pour qu'on avance ensemble. Mais cependant, je pense que le moment est arrivé où
je dis, on est en train de s'organiser et je peux vous dire que plein d'Africains sont dans le programme panafricain pour le développement du continent et ils sont en train de travailler déjà dans ce sens. Parce que la première opération, c'est la communication. Elle est très importante. Et après la communication, il y a maintenant la décolonisation de l'éducation. Parce que si on continue à s'exprimer en français, en anglais, en chinois, et en toutes ces histoires-là, ça veut dire que la langue africaine que la malheureuse UA a voulu qu'on mette en place, c'est-à-dire le Swahili, ne sera jamais enseigné dans les universités. Or, c'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait qu'on réussisse à introduire ça à la base. Et ce n'est pas les gouvernements qui sont en place aujourd'hui qui vont le faire. C'est le peuple qui va s'organiser pour imposer cette histoire et on va avancer dans ce sens. Et je voulais dire ceci. La France peut faire tout ce qu'elle fait, tout le bavardage. Mais la chèvre ne sera jamais le lion. Il peut faire tout la chèvre ne sera jamais le lion. Et il faudrait qu'on sache que le bon bois a toujours des fourmis. Le bon bois a toujours des fourmis. J'espère que Émile, qui nous suit depuis l'Angleterre, a compris hein, que maintenant vous avez lâché quelque chose. Pour Stéphane Sullivan Enana, patient par fin d'homme, il dit qu'il a l'impression souvent que le peuple africain est en perpétuel, hein, une perpétuelle entourloupe pour les chefs d'État. Et d'ailleurs, il demande pourquoi aucun d'eux, en dehors de Laurent Gbagbo, n'ose dénoncer ouvertement la France. Oh, pour des raisons évidentes. La plupart de nos chefs d'État, je crois que la plupart de mes amis du panel ont insisté lourdement là-dessus. Ils sont pratiquement de mèche avec Paris. Ça, il faut avoir le courage de le dire. J'ai souvent eu des divergences avec certains amis de plateau. Tout bon nombre d'ailleurs de nos téléspectateurs, hein, on a l'impression justement que certains Africains sont des traîtres. Ils ont peur justement de défendre leur continent. Oui, parce qu'il y a une théorie qui avait à un moment donné envahi certains de nos plateaux en disant oui, comment on ne passe pas un concours pour être courageux, pour ne pas avoir peur de la mort. Oui. Mais quand vous êtes au service d'un peuple, vous êtes l'esclave de ce peuple. Vous êtes prêt à tout faire pour défendre ce peuple. Allez même jusqu'au sacrifice suprême. On demande au peuple de faire des efforts. Mais ceux qui nous dirigent, on dit, vous ne faites pas d'efforts, hein, continuez de collaborer avec Paris, hein, nous on va faire le boulot, c'est impossible. Il faut qu'il y ait une union, il faut qu'il y ait une cohésion entre le peuple et ses dirigeants. C'est seulement comme ça qu'on va réussir. C'est pour ça que nous boitillons encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et quand je dis qu'il faut qu'il y ait cette cohésion, toutes les grandes révolutions du monde qui ont pu s'opérer, c'est parce que le peuple, avec les dites qui menaient la révolution, ils étaient en accord. Mais ici, on a encore l'impression qu'il y a hiatus entre la volonté du peuple de se débarrasser de ces maîtres coloniaux-là et nos dirigeants qui continuent de danser une danse de mafia qui ne dit pas son nom. Voilà le problème. C'est pour ça que je dis, oui, Simon, tout ce que nous disons là, c'est très bon, il faudra qu'on le fasse. Mais attention, si vous avez des gouvernements, si vous avez des gouvernements qui ne sont pas du tout en accord avec vous, vous aurez de la peine à implémenter toutes ces belles initiatives. Moi, les gens m'ont contacté dans ce sens. Mais je dis, on va faire comment? Si vous décidez maintenant, Simon, de vous lancer dans un boycott actif, par exemple, contre une société comme Total, je peux vous garantir que vous aurez la sous-texte de nos États contre vous. Donc, il faut aussi que nos décideurs aussi fassent un effort. On comprend que ce n'est pas facile pour eux. On est libre justement d'aller dans une... Il y a d'autres stations. Est-ce qu'il y a ce n'est pas seulement de ça qu'il s'agit. Il y a quoi qu'il s'agit, justement. C'est le libre arbitre de chacun de dire que je choisis les stations-service totalement africaines. Bravo. J'ai fait un détour dernièrement là, je crois le week-end de 8, dans une ville qu'on appelle Kribi. Non, pas Kribi, après Ezeka, la ville de Lodov. Si vous avez à Lodov, la seule station-service qui existe, c'est Total. Là, c'est autre chose. Bon, voilà. Si vous êtes contraint. Bon, voilà. Vous voyez? C'est une contrainte. Vous voyez? Donc, j'ai dit donc que la situation, elle n'est pas aussi facile que ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nos États auraient, par exemple, interdit à une société comme Total d'aller s'installer là, il n'y a pas de concurrence camerounaise. Il faudrait absolument qu'il y ait une autre société qui fait donne les mêmes services que Total. Comme ça, voilà. Comme ça, le libre-échange camerounais aurait pu s'exprimer. Vous voyez? Donc, la question n'est pas aussi facile que ça. Moi, je continue de dire, nous sommes dans un travail de veille. L'Afrique, c'est comme un grand géant qui était dans un sommeil comateux. Ça prendra le temps que ça prend. Et c'est pour ça que je fais un lien avec l'attitude de M. Touadéra. M. Touadéra, oui, c'est RFI, c'est France 24 qui passe matin, midi, soir à vilipender Touadéra. Oh, il est mal lu. Oh, machin truc. C'est les mercenaires russes qui sont là. D'abord, ils sont en train de fuir, etc., etc. Mais oui, réponse du berger à la bergère.
c'est dans ce même média qu'ils sont obligés de donner la parole. Et c'était à lui, je pense que c'est très bien défendu de donner des coups de poing. Et pour tordre également ses paroles, il faut également dire qu'il tord ses propos. Oui, mais au moins, il aurait réussi le coup de leur obliger de lui donner la parole. Tout à fait. C'est à nous maintenant de faire notre boulot, d'encadrer, de continuer à pousser. C'est pour ça que tout à l'heure, dans mon propos, j'ai joué le mendiant. Mais oui, j'accepte. De dire, mais encouragez-nous. Mais c'est normal. Parce que si vous n'encouragez pas les gens qui l'encouragent de venir sur ces plateaux et tenir cette parole-là, le jour où ils vont disparaître, qui va venir sur les plateaux pour le faire? Nous avons des intellectuels dans nos pays, des professeurs d'université. Vous les invitez, ils ne viennent jamais. Alors, nous qui prenons ce risque, vous pouvez rentrer chez vous à 22h, vous vous souvenez? Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui avaient juré de faire notre pont. Parce que nous avons eu la position que nous avons eue pendant des années sur la Côte d'Ivoire. Contre la Côte d'Ivoire. Ah oui, on nous a envoyé des mercenaires pour des vidéos qui ont circulé. Donc si on fait ces efforts-là, il faut qu'on sache quand même que vraiment, que le peuple qui est conscient, moi souvent je suis content de passer de voir quelqu'un me dit, monsieur Parfum, nous vraiment nous allons vous donner mes travaux que vous faites, vraiment nous votre félicitations. Je dis merci, je prends. Mais si tu peux faire plus que cela, on dit que qui peut... Qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Qui viennent en soutien, qui aident des chaînes comme celle-ci, qui aident ceux qui animent ces chaînes. J'en ai marre de voir M. Ngos sans ce beau boubou. Il faudrait qu'il soit capable d'être toujours dans des prestances qui montrent quand même que l'Afrique est belle, l'Afrique peut donner le meilleur. C'est ça aussi dont nous avons besoin. Et j'ai dit à nos frères, j'ai discuté avec des frères qui sont en Australie, qui viennent souvent en vacances. Ils m'ont dit, mais parfait, je ne comprends pas l'élite africaine. Si vous étiez des médias qui existent dans les pays comme l'Asie du Sud-Est là. Mais merde alors. Les gens devaient vous dire, vous, monsieur, votre travail, c'est de réfléchir et de nous produire la réflexion. Laissez les problèmes du quotidien là. Vous n'avez pas à gérer ça. Mais je n'ose pas vous dire souvent les difficultés qui sont les nôtres. Bien sûr, pour pouvoir venir sur votre plateau, pour pouvoir avoir des nuits blanches, pour avoir des datas, faire des recherches, pour etc. Genre, je ne serais pas, comment dire ça, exhaustif sur ces questions. Et les Africains, souvent, vous pouvez passer à voir les gens qui bavardent dans les médias. Selon eux, c'est des bavardages que nous produisons. Alors que nous savons très bien que ce bavardage fait que RFI, France 24 et tous les médias exploitants, ils tremblent. Le caractère pouvoir prendre tout son sens depuis que des gens, et là je remercie le promoteur de cette chaîne, Baba Dampulo, d'avoir eu le courage de nous donner d'office au plateau, et d'autres qui vont dans son sens. Pour dire que depuis que des médias alternatifs, comme ce média s'il existe, je peux vous dire que dans certaines officines occidentales, ils ont perdu le sommeil. Mais maintenant qu'on a des milliers de pôles là, parce que nous, on ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des radios panafricaines. Il faut que la presse écrite panafricaine, qu'il y ait des blocs dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'avais fait la proposition de ce que SCCIMA produit comme alternative. Il faut muscler ce jeu. C'est là qu'il faut jouer maintenant. Merci, il faut le jouer à fond pour que justement nous puissions être capables d'inverser la vapeur par rapport à une communication nocive pour les Africains qui continuent, n'est-ce pas, de plomber complètement la compréhension, n'est-ce pas, des enjeux par le gros des Africains. Messieurs, on vient de nous écrire tout de suite. La personne est restée dans le... Bon, pas dans l'anonymat, il m'écrit... Monsieur Ngos, ouvrez un numéro de transfert pour qu'on dépose nos modestes contributions afin d'encourager les panafricanistes panélistes. C'est Isidore qui nous écrit. Mais moi j'applaudis. Moi j'ai dit qu'on allait t'entendre ton cri. J'applaudis. Bon, ils sont nombreux d'ailleurs à dire cela. Hein. Je vais vous dire les messages si on me permet à la réalisation. Amadou qui dit, je demande aux Africains de suivre DBS et d'autres médias panafricanistes. Ouvrez un numéro, nous donnerons notre contribution. C'est Amadou qui dit. Pour que nos techniciens soient à l'aise. Et également cet après-midi. C'est le petit bonus. Je peux continuer à lire le message. Oui, bien sûr, mais bien sûr. C'est intéressant. Vous souriez, mais bon, c'est intéressant. Ouais. Oh, déjà, le temps est imparti, hein, messieurs. Pour compléter les propos sur l'envie de certains Africains de se décoloniser, DBS n'est qu'une étape. C'est à chacun de faire l'effort en lisant. Je lis actuellement le livre du docteur Bekima. Personne ne force. Il faut s'armer de connaissances. Check Anta Diop. C'est ce que Abena nous écrit depuis la France. Toujours là, il faut toujours ouvrir un numéro. Messieurs, il va falloir donc trouver un numéro sur lequel il va falloir que les uns et les autres envoient justement leur modèle. Et félicitations à Parfum d'homme qui a eu ce courage, qui a eu cette honnêteté intellectuelle, mais il faut le dire. Je salue également donc, ce que M. Simo vient de dire à l'instant. Imaginez que lors du Chan et de la Cannes, c'est Canal Plus qui a le monopole et vend les images à nos chaînes de télévision locales. C'est Niamien Mathieu qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Non, oui. C'est pas vrai là. Non, il c'est son droit le plus absolu, il le dit. Sur Canal Plus également, c'est vrai, il y a les images.
Non, si. Vous dites Non. pas non. Non. Ils n'ont pas l'exclusivité. C'est le CIATV qui a le signal et la CIATV a la possibilité de donner le signal à d'autres chaînes de télévision. Messieurs, c'est vrai qu'avec la CIATV, nous avons un le temps passe, hein, permettez-moi de lire. Il y a également Marie-Françoise qui nous écrit depuis Paris, d'accord pour le numéro de transfert. Donc, messieurs, trouvez donc comment vous allez faire pour cela. Merci beaucoup, Simone, d'avoir été là cet après-midi. Merci à vous, Paul, là. Merci. C'est fini, non, j'ai pas. Attendez, je voulais rapidement dire que non, c'est important. Je voulais rapidement dire que il y a le nouveau secrétaire d'État américain aux affaires africaines qui estime que le dossier malien, le dossier centrafricain et le dossier de la crise anglophone est prioritaire pour lui. Mais je n'ai entendu aucun homme politique africain s'en offusquer ni s'indigner. Voilà donc l'Afrique. Voilà donc l'Afrique, messieurs, je vous dis merci. C'était le 10 avril 2014 que le Conseil de sécurité avait décidé, par sa résolution 21-49, de créer la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA, pour une période initiale qui venait à expiration le 30 avril 2015. Son mandat avait été prorogé jusqu'à ce jour. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.